As-tu déjà pensé que tes dessins animés préférés pourraient cacher des secrets sombres et des théories inquiétantes qui changeraient complètement la façon dont tu te les rappelles? Nous ne parlons pas de simple curiosité, mais de rebondissements si inattendus que même les créateurs ne les ont probablement jamais imaginés. D'un génie qui manipule son maître pour atteindre ses propres objectifs, à des trains parlants piégés dans un système autoritaire, ce qui semblait être un divertissement innocent pourrait en réalité être chargé de messages et de significations cachées. Prépare-toi à découvrir les secrets les plus sombres derrière tes séries préférées et à voir comment ces idées impactent tant les personnages que ceux qui les regardent. La tromperie du génie dans Aladdin. Qu'est-ce qui définit réellement un prince? Est-ce la lignée, l'or ou peut-être la perception de ceux qui l'entourent? C'est la question centrale derrière une théorie fascinante sur le génie de la lampe dans l'histoire classique d'Aladin. Quand notre protagoniste demande à devenir prince, il semble que le génie, avec son charisme et sa spectaculaire mise en scène, exauce le vœu instantanément. Aladin se retrouve vêtu de vêtements luxueux, accompagné d'un cortège majestueux et d'une entrée dans la ville digne de la royauté. Mais, que se passe-t-il réellement en coulisses? C'est ici que la magie prend un tournant inattendu. La théorie suggère que le génie, malgré son pouvoir indéniable, ne transforme pas réellement Aladin en prince. Au lieu de modifier la réalité elle-même, il crée une illusion élaborée. En donnant à Aladin une apparence noble, un défilé extravagant et un nom pompeux comme Prince Ali Ababwa, le génie fabrique une narration que tous les autres personnages acceptent. Cependant, le cœur d'Aladin reste celui d'un roturier. Cela se manifeste lorsque Jafar, le conseiller astucieux du sultan, découvre sa véritable identité, ce qui montre que, même avec l'aide du génie, Aladin n'a pas cessé d'être qui il était. Mais, pourquoi le génie ne transforme-t-il pas simplement Aladin en un prince légitime, effaçant toute trace de son origine modeste? La réponse pourrait résider dans la véritable intention de la magie. Il ne s'agit pas de changer qui tu es, mais de montrer qui tu peux devenir. Tout au long du film, Aladin démontre à plusieurs reprises du courage, de l'ingéniosité et de la noblesse, des qualités qui font de lui un prince bien plus qu'un simple titre. De cette manière, le génie guide Aladin vers une croissance personnelle que ni la richesse ni la magie ne peuvent offrir. La voix du génie dans le film de 1992 a été interprétée par l'iconique Robin Williams. Sa performance a été si improvisée qu'il a eu l'occasion de voir le génie dans le film. Que l'équipe de Disney a dû animer beaucoup de ces scènes après avoir enregistré l'audio, car ces répliques n'étaient pas dans le scénario original. Cela a ajouté un niveau de dynamisme et de spontanéité au personnage qui a enchanté des millions de personnes. La peau comme déguisement dans Bob l'éponge. À quoi ressemblerait un monde où changer d'apparence serait aussi simple que changer de vêtements? Dans le fond de Bikini, le foyer de Bob l'éponge et de ses amis, il semble que cette idée fasse partie de la vie quotidienne. La théorie connue sous le nom de la peau comme déguisement postule que les habitants de cet univers particulier traitent leur corps d'une manière qui défie les normes biologiques. Dans plusieurs épisodes, les personnages enlèvent des parties de leur corps, les échangent ou les modifient sans montrer de douleur ni d'inquiétude. Cela amène à penser que leurs corps ne sont rien d'autre que des costumes qu'ils peuvent ajuster à leur guise. Un exemple clair se trouve dans l'épisode où Bob l'éponge, fatigué d'être appelé faible, acquiert une paire de bras musclés. Loin d'être un simple accessoire, ses bras lui donnent une force démesurée, mais le mettent aussi dans des situations hilarantes qui soulignent la superficialité des apparences. Cet épisode, ainsi que d'autres où les personnages utilisent des prothèses ou changent radicalement leur physique, renforce l'idée qu'au fond de Bikini, le corps est un outil de plus, pas une limitation. D'un autre côté, cette théorie se prête également à des interprétations métaphoriques. Cela pourrait être une réflexion sur la façon dont les humains se réinventent constamment, que ce soit à travers la mode, les changements de style ou même la chirurgie. Dans un monde où l'identité semble être si malléable, le fond de Bikini pourrait montrer une version caricaturale de notre propre société. Stéphane Hillenburg, le créateur de Bob l'éponge, était biologiste marin avant de devenir animateur. Sa connaissance de l'océan et de ses créatures a inspiré de nombreux éléments du spectacle, y compris le fait que Bob l'éponge soit une éponge de mer et non, comme certains le pensent, un morceau de fromage. Paki, le véritable génie dans Paki est le cerveau.
Et si tout ce que nous croyons savoir sur Pinky et le cerveau était complètement à l'envers? Dans ce programme animé emblématique, la prémisse est claire. Cerveau, une souris de laboratoire dotée d'une intelligence exceptionnelle, tente de conquérir le monde. Avec l'aide de Pinky, son compagnon maladroit et distrait. Cependant, une théorie intrigante propose que Pinky, apparemment naïf, est en réalité le véritable génie de l'histoire, tandis que Cerveau n'est qu'un mégalomane piégé dans sa propre arrogance. Les paroles de la chanson d'introduction établissent que l'un est un génie et l'autre est fou, mais ne précisent jamais lequel est lequel. Si nous observons attentivement, Cerveau, malgré ses plans élaborés, réussit rarement à obtenir un véritable succès. Ses idées, bien qu'ambitieuses, sont souvent impraticables ou excessivement complexes, ce qui conduit à son échec inévitable. Pinky, d'autre part, apparemment par accident, sabote les plans de Cerveau, encore et encore. Mais, et si ces accidents n'étaient pas aussi fortuits qu'ils le paraissent? Cette théorie suggère que Pinky, avec son comportement distrait, protège réellement le monde des ambitions démesurées de Cerveau. En agissant comme un idiot utile, Pinky garde Cerveau occupé et frustré, s'assurant que ses plans n'aboutissent jamais. Cela est renforcé dans plusieurs épisodes où Pinky montre des moments de clarté surprenante, posant des questions philosophiques ou des solutions ingénieuses qui passent inaperçues pour Cerveau. Dans le reboot des Animaniacs de 2020, il est révélé que Cerveau déteste l'humanité à cause des expériences cruelles qu'il a subies en tant que souris de laboratoire. Ce passé ajoute une dimension tragique au personnage, montrant que ses ambitions pourraient être un mécanisme de défense face à son traumatisme. Infirmière Joël, un Pokémon déguisé. Dans le vaste monde de Pokémon, peu de personnages sont aussi emblématiques et constants que l'infirmière Joël. Elle apparaît dans pratiquement chaque centre Pokémon, prête à soigner les blessés, quelle que soit la ville ou la région. Mais ici, un mystère surgit. Toutes les Joël se ressemblent. L'explication officielle est qu'elles appartiennent à une grande famille de sœurs jumelles, mais une théorie audacieuse suggère autre chose. Les Joies pourraient être des Pokémon déguisés. Cette idée prend de l'ampleur lorsque l'on considère que des Pokémon comme Melt, Roigada ou Melt possèdent des capacités cognitives avancées et la capacité de parler. Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir un Pokémon à forme humaine qui aurait évolué spécifiquement pour prendre soin des autres? De plus, la présence constante de Levénard, un Pokémon reconnu pour sa nature guérisseuse, renforce cette théorie. Peut-être que les Joël sont une évolution alternative de cette lignée évolutive, spécialement conçue pour interagir avec les humains et les dresseurs. D'autre part, la similitude entre tous les Joies avec des variations minimes dans leur coiffure pourrait s'expliquer comme une caractéristique génétique de leur espèce de Pokémon. Même leur connexion presque symbiotique avec les centres Pokémon pourrait être une manifestation de leur nature instinctive, guidée par le désir de protéger et de guérir. Au Japon, l'infirmière Joël est connue sous le nom de Joy-san, un jeu de mots qui combine joie, et l'honorifique japonais san. Cela renforce la perception de son caractère aimable et serviable dans toutes les cultures où la série est diffusée. Thomas la locomotive et son esclavage à Sodor. Sous l'apparence d'une série pour enfants sur des trains parlants, Thomas et ses amis semblent être un oasis d'amitié et de travail d'équipe. Cependant, en y regardant de plus près, émerge une narration qui s'avère bien plus inquiétante et complexe que ce que nous pourrions imaginer. Sur l'île de Sodor, ces trains ne se contentent pas de travailler, mais le font sous un régime strictement contrôlé par Sir Tophamat, également connu sous le nom de l'inspecteur Gross. Bien qu'en surface il semble être une figure bienveillante, son rôle ressemble davantage à celui d'un dirigeant autoritaire qu'à celui d'un leader compatissant. Cette dynamique est, sans aucun doute, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup ont interprété l'univers de Sodor comme une allégorie de l'autoritarisme. Par exemple, il est impossible d'ignorer le cas de Henry, qui a refusé de sortir d'un tunnel pour protéger sa peinture de la pluie. Au lieu de trouver de la compréhension ou une solution raisonnable, Henry a été sévèrement puni. Il a été enfermé dans le tunnel et y est resté pendant un temps qui semblait une éternité. Cet acte n'est pas seulement un exemple clair de représailles disproportionnées, mais il révèle également le message implicite que la dissidence, si petite soit-elle, n'est pas du tout tolérée. Dans ce contexte, Henry n'est pas simplement un Trouttinet. C'est un symbole de ce qui se passe lorsque quelqu'un ose défier le système. De plus, il y a un autre élément qui rend cette narration encore plus perturbante. Les trains ne peuvent pas quitter Sodor sans perdre leur visage et,
apparemment, leur conscience. Cette idée soulève des questions profondément troublantes. Que signifie réellement pour les trains d'êtres vivants dans ce monde? Dépendent-ils exclusivement de l'île pour leur existence, comme s'ils étaient soumis à un pouvoir supérieur qui définit leur identité? Bien que Sodor semble être un endroit pittoresque et harmonieux, il serait peut-être plus juste de le décrire comme une prison déguisée. Un endroit où les trains doivent obéir ou faire face à des conséquences terribles. Comme si cela ne suffisait pas, les trains ne sont valorisés que pour leur utilité. Ceux qui accomplissent leur travail sont appelés des hommes utiles. Un terme qui, bien qu'il semble être un compliment, renforce également l'idée que leur valeur intrinsèque est exclusivement liée à ce qu'ils peuvent apporter. Cela perpétue une vision déshumanisante, même s'il s'agit de personnages animés ou leur individualité, et reste complètement subordonné aux besoins du système. Le créateur de la série, le révérend Wilbur Audrey, a initialement conçu les histoires de Thomas pour divertir son fils pendant une longue maladie, ce qui ajoute une couche d'ironie à l'héritage de la série. Bien que ses intentions aient été innocentes, les dynamiques autoritaires qui se développent à Sodor ont suscité des débats académiques et culturels. Il est possible qu'Audrey, sans le savoir, crée une allégorie du contrôle et de l'obéissance. Ou peut-être que, tout simplement, les interprétations modernes ajoutent une nuance qui n'était pas présente dans sa conception initiale. Quoi qu'il en soit, le monde de Thomas et ses amis reste une énigme fascinante. Homer Simpson et la ligne temporelle flottante. Que se passe-t-il lorsque le temps cesse d'être linéaire? Dans l'univers des Simpsons, les personnages semblent être piégés dans un étrange phénomène connu sous le nom de ligne temporelle flottante. Alors qu'Homer, Marge, Barney, Lisa et Maggie sont restés au même âge pendant plus de 3 décennies. Le monde qui les entoure a constamment changé. Cet ajustement particulier de leur narration a conduit à des théories fascinantes sur la façon dont le temps opère à Springfield et ce que cela implique pour les personnages. Dans les premiers épisodes, Homer est représenté comme un jeune homme né dans les années 50, avec des flashbacks le montrant lors d'événements emblématiques comme l'alunissage de 1969. Cependant, à mesure que la série avance, son passé est reconfiguré. Dans des épisodes plus récents, il est montré comme un adulte dans les années 90, appréciant la musique grunge et faisant même partie d'un groupe. Ce déplacement dans le temps ne réécrit pas seulement son histoire, mais élimine également tout ancrage fixe à la réalité. Homer n'est pas un homme né à une année particulière. Il est, en revanche, un produit perpétuel de l'époque dans laquelle se trouve le programme. Cela a conduit à des spéculations sur le fait de savoir si Homer et sa famille sont conscients de leur situation. Certains fans ont suggéré que le changement dans la personnalité d'Homer, passant d'un père bien intentionné mais maladroit à un personnage de plus en plus égoïste et nihiliste, pourrait être le résultat de sa connaissance implicite de cette anomalie. Si chaque décision que vous prenez est réinitialisée à la fin de l'épisode, quelle importance a vraiment ce que vous faites? Ce Homer, l'imbécile, comme l'appellent certains fans, serait une manifestation de sa résignation face à un cycle interminable d'événements, qui reviennent toujours au même point. Dans l'épisode parti du spécial Halloween de 1995, Homer entre dans une dimension en 3D, ce qui symbolise sa déconnexion avec le temps et l'espace de Springfield. Cet épisode est considéré par certains comme un clin d'œil précoce à l'idée que les Simpsons existent dans un plan intemporel. Papa Pig et sa société post-humaine. Quel genre de monde habite Papa Pig et ses amis? Bien qu'à première vue, cela semble être un univers charmant et coloré, où les animaux anthropomorphes profitent d'une vie paisible, une théorie postule que ce monde est en réalité une société post-humaine. Après un événement catastrophique qui a éliminé les humains, les animaux ont évolué pour prendre leur place, s'adaptant à la fois physiquement et culturellement à une planète transformée. L'un des éléments les plus marquants qui soutient cette théorie est la topographie du monde de Papa Pig. Toutes les maisons sont situées au sommet de grandes collines, comme si elles avaient été conçues pour éviter les inondations ou se protéger des catastrophes environnementales. Cela suggère que les habitants de cet univers vivent avec le souvenir d'un événement dévastateur qui a marqué la nécessité de sécurité en hauteur. De plus, les animaux ne se contentent pas de parler et d'agir comme des humains, ils semblent avoir hérité de structures sociales et culturelles propres à une civilisation éteinte. Un autre indice intrigant est la présence d'une figure humaine dans ce monde, la reine. Bien que son rôle soit limité,
son existence pourrait indiquer que les humains ne se sont pas complètement éteints, mais ont laissé derrière eux une monarchie symbolique pour guider les espèces qui dominent désormais la planète. D'autre part, la coexistence entre différentes espèces animales de même taille, chose improbable dans la nature, renforce l'idée que ces créatures ont subi des mutations pour s'adapter à un nouvel ordre mondial. En 2018, un groupe de fans de Peppa Pig a créé une version en réalité augmentée de sa maison qui permet d'explorer les détails de l'environnement. Curieusement, le design révèle que les proportions de la maison ne correspondent pas à l'anatomie des personnages, ce qui alimente encore plus les théories sur le surréalisme de leur univers. Culbutoke, un parasite Pokémon. Et si tout ce que nous pensions sur Webuffet était faux? Ce Pokémon, connu pour son apparence particulière et son comportement extravagant, a généré l'une des théories les plus intrigantes de l'univers Pokémon. Et si la véritable entité n'était pas le corps bleu gonflé, mais sa petite queue noire avec des yeux? Cette hypothèse a fasciné les fans, qui voient dans son design des indices qui pourraient complètement changer notre compréhension de cette créature. Webuffet est célèbre pour sa capacité à contrer les attaques plutôt qu'à attaquer directement, ce qui renforce l'idée que son corps principal n'est qu'un leurre. Sa queue, toujours visible et dotée de ses propres yeux, semble plus consciente que le reste du corps, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles elle est le véritable Pokémon, tandis que le corps bleu n'est qu'une coquille protectrice ou un outil pour détourner l'attention des prédateurs potentiels. En termes de comportement, Webuffet est remarquablement passif, ne défendant son corps que lorsqu'il est attaqué. Cela correspond au comportement de nombreux parasites dans la nature qui tendent à éviter la confrontation directe pour assurer leur survie. Cette théorie trouve également un soutien dans la biologie réelle. Certaines espèces animales utilisent des parties de leur corps comme leurre pour confondre les prédateurs, ce qui pourrait être une inspiration pour le design de Webuffet. De plus, sa préévolution, Winnoot, a également une queue avec des yeux. Ce qui renforce l'idée que cette caractéristique n'est pas seulement décorative, mais une partie essentielle de sa biologie. Cette connexion évolutive suggère qu'au cours de son développement, la queue de Webuffet pourrait avoir évolué pour devenir encore plus autonome et fonctionnelle. Webuffet a été introduit dans la deuxième génération de Pokémon et est rapidement devenu l'un des favoris, grâce à sa personnalité comique. Dans la série animée, sa tendance à apparaître de manière inopportune et à crier « Webuffet » lui a donné un rôle important en tant que compagnon inattendu de la Team Rocket. Le père automobile dans l'univers de Cars. À quoi ressemblerait vraiment un monde où les voitures non seulement prennent vie, mais reproduisent également les complexités culturelles et sociales humaines? Cette approche, bien qu'apparemment innocente, nous amène à réfléchir aux implications plus profondes de l'univers de Cars. Dans cette franchise de Pixar, l'une des révélations les plus inattendues et intrigantes se produit dans Cars 2, lorsque nous découvrons l'existence du pape automobile. Ce détail, présenté de manière humoristique, déclenche une cascade de questions. S'il existe un pape, quel type d'église existe dans cet univers? Et, encore plus déconcertant, quels événements historiques ont été réinterprétés pour s'adapter à ce monde mécanique? Or, la Tatamobile qui transporte le pape dans le film n'est pas seulement un clin d'œil humoristique, mais un symbole d'une hiérarchie complexe qu'elle reflète. De manière particulière, les structures humaines. Ce détail nous amène à imaginer une église catholique complète avec des cérémonies, des dogmes et des rituels. Mais, inévitablement, une question encore plus troublante surgit. S'il y a un pape, alors, a-t-il existé un Jésus automobile? Et si c'est le cas, comment aurait été sa crucifixion dans un monde où les clous et les croix se transforment en concepts mécaniques? La simple idée est suffisante pour laisser perplexe même le spectateur le plus insouciant. Encore plus intriguant est la manière dont cette logique s'entrelace avec les événements historiques. Dans le spin-off Plan, un personnage mentionne sa participation à la Seconde Guerre mondiale, ce qui implique que ces véhicules vivants non seulement possèdent une mémoire, mais ont également participé à des conflits armés. Cela soulève des questions insolites. Quelle motivation aurait pu pousser les voitures à s'affronter? Et, bien sûr, quel type de religion aurait pu fleurir dans un contexte de guerre? Ces détails ne compliquent pas seulement l'univers de Cars, mais le transforment en une énigme narrative. D'un autre côté, les villes qui apparaissent dans Cars 2, comme Tokyo, Rome et Paris, sont présentées comme parfaitement fonctionnelles et bien entretenues, ce qui suggère que ces voitures ont hérité d'une infrastructure humaine qu'elles utilisent sans se poser de questions.
Cependant, cela nous amène à réfléchir. S'il n'y a pas d'humains, qui a construit ces bâtiments? Et quels événements antérieurs ont conduit à un monde où les machines sont devenues autosuffisantes, mais ont conservé tant de notre culture? Le design de la Papamobile dans Cars 2 est inspiré du modèle Mercedes-Benz Classe G, utilisé par le pape Jean-Paul II. Bien que ce détail soit une blague visuelle, il ajoute un niveau de réalisme inattendu tout en renforçant la connexion entre l'univers de Cars et l'histoire humaine réinterprétée. La théorie de Nelson Muntz et Barney Gimbel. Pourrait-il exister un lien caché entre Nelson Muntz et Barney Gimbel? Deux personnages apparemment séparés de l'univers des Simpsons. Une théorie intrigante propose qu'ils ne sont pas seulement liés, mais que Barney pourrait être le père biologique de Nelson, ou, dans un retournement encore plus étrange, une version adulte du jeune tyran. Bien que cela puisse sembler farfelu, les similitudes physiques et les particularités de la ligne temporelle flottante des Simpsons ouvrent la porte à cette possibilité. Nelson et Barney partagent des traits remarquables. Les cheveux châtains ébouriffés, des dents proéminentes, de mauvaise posture et une certaine maladresse qui les fait ressortir à Springfield. De plus, tous deux ont des personnalités qui oscillent entre le comique et le tragique, avec des moments de vulnérabilité qui les humanisent. Mais le plus intéressant est que la série n'a jamais établi de manière définitive qui est le père de Nelson, laissant un vide que cette théorie tente de combler. Dans un épisode, Nelson mentionne que son père est parti acheter des cigarettes et n'est jamais revenu, un cliché qui pourrait parfaitement correspondre au comportement irresponsable de Barney. La possibilité que Barney soit le résultat d'une relation passagère avec la mère de Nelson ajoute une couche d'ironie, car Barney est connu pour son alcoolisme et sa vie désordonnée. Cependant, ce lien pourrait également être interprété de manière plus métaphorique. Nelson, en tant que version jeune et agressive, serait le reflet de ce que Barney aurait pu être dans sa jeunesse. L'idée que Nelson et Barney soient la même personne, séparés par le temps, s'appuie sur la ligne temporelle flottante de la série, qui permet que les histoires et les personnages soient réécrits selon les besoins de la narration. Bien qu'il n'y ait pas de preuve définitive de cette théorie, sa simple existence souligne la profondeur et la complexité des Simpsons, une série qui a toujours joué avec les limites de la réalité. En 1999, les Simpsons ont présenté un épisode où Barney tente d'arrêter l'alcool et de devenir responsable. Bien que son changement n'ait pas duré longtemps, cet arc a montré que Barney a une capacité de rédemption, ce qui pourrait se connecter à son rôle possible de père absent de Nelson. Le mystère de la franchise Cars, Seconde Guerre mondiale. Quel sombre secret se cache dans le monde apparemment innocent de Cars? Dans le spin-off Plan, un personnage nommé Skipper raconte une histoire inquiétante. Il a participé à une bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce détail apparemment inoffensif déclenche un torrent de questions sur le fonctionnement de cet univers et ce que cela implique pour l'histoire que nous connaissons. Si nous acceptons qu'il y a eu une Seconde Guerre mondiale dans l'univers de Cars, alors il y a eu des conflits armés, des stratégies militaires et des camps opposés. Mais, qui se battait et pourquoi? Quel rôle ont joué les avions, les chars et les navires de guerre dans un monde où les humains n'existent pas? Ce détail suggère que les véhicules vivants n'ont pas seulement des émotions et des personnalités, mais aussi une histoire qui reflète les événements les plus complexes de l'humanité. Le récit de Skipper mentionne la perte de son escadron. Un événement qui souligne la capacité de ces personnages à éprouver le deuil et le traumatisme. Cela humanise les véhicules d'une manière troublante, montrant qu'ils ne sont pas exempts des tragédies de la guerre. De plus, cela soulève des questions sur la façon dont ces événements influencent la géopolitique de leur monde. Existe-t-il des alliances entre nations de voitures? Qu'est-ce qui justifie les conflits dans un univers de machines? L'inclusion d'un conflit aussi historiquement chargé que la Seconde Guerre mondiale dans un monde animé destiné à un public enfantin crée un contraste fascinant. D'une part, cela enrichit la narration de Cars avec un arrière-plan plus riche. D'autre part, cela laisse les spectateurs avec plus de questions que de réponses, transformant cet univers en un des plus énigmatiques créés par Pixar. En 2014, Fire and Rescue a inclus des références à des pompiers ayant participé à des opérations historiques, renforçant l'idée que ce monde possède une narration parallèle à celle de l'humanité, mais réinterprétée du point de vue des machines. Les trains sans visage dans Thomas et ses amis. Que se passe-t-il lorsqu'un train quitte Sodor? Selon une théorie inquiétante, les trains de Thomas et ses amis perdent leur visage, et avec cela, leur humanité en quittant l'île.
Ce concept ajoute une dimension terrifiante à une émission qui, en apparence, est une série pour enfants sur des trains qui travaillent ensemble en harmonie. L'idée que les trains n'ont vie et personnalité qu'à l'intérieur de Sodor suggère que l'île n'est pas seulement un foyer, mais un type de prison. Les trains, au lieu d'être libres, dépendent complètement du système autoritaire dirigé par Sir Tophamat pour maintenir leur identité. Cette théorie est renforcée dans les épisodes où il est mentionné que les trains qui désobéissent sont sévèrement punis, comme le cas de Henry, enfermé dans un tunnel pour ne pas avoir obéi aux ordres. De plus, le fait que les trains perdent leur visage en quittant Sodor suggère que leur connexion avec l'île est ce qui leur donne vie. Sans elle, ils deviennent de simples machines, incapables d'exprimer des émotions ou de prendre des décisions. Cela soulève des questions sur le coût de l'autonomie dans cet univers. Est-il préférable d'être un train vivant dans une société autoritaire ou une machine sans âme en dehors de celle-ci? La série originale de Thomas et ses amis utilisait des modèles de trains physiques au lieu de l'animation, et les visages des personnages étaient interchangeables, ce qui pourrait avoir inspiré l'idée que les trains perdent leur identité en dehors de Sodor.